vous propose de commencer ce webinaire. Donc, bien bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous à un de nos midis conservation mensuels organisés par le réseau des milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que votre micro et votre caméra sont désactivés par défaut afin d'assurer une présentation un peu plus fluide et agréable pour tout le monde et éviter un petit peu les interférences. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions en les écrivant directement dans la boîte questions et réponses. Mais sachez qu'à la fin aussi, vous aurez l'occasion de vous signaler en levant la main si vous souhaitez poser une question de vive voix. Donc, vous aurez le choix. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Charles-Étienne Ferland, diplômé en études environnementales et biologie de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'en écologie des insectes à la maîtrise de l'Université de Guelph. Charles-Étienne est chargé de projet et coordonnateur des activités pédagogiques de Mission Monarque à l'Insectarium de Montréal, Espace pour la vie. Auteur du roman best-seller Dévoré et du finaliste du prix Trillium Métamorphose, il a également signé le recueil Une dent contre l'ordinaire, le roman jeunesse Max Dexilia et l'album de piano Microcosme. Son travail a été d'ailleurs salué dans près d'une centaine de publications tant au niveau local qu'international. Et depuis 2024, il verse 3% de ses droits d'auteur à des organismes environnementaux comme Canard Illimité Canada, la Fondation David Suzuki et Conservation de la Nature Canada. Alors, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces ouvrages, je vous mets un petit lien dans le chat. Hop. Donc, il est collaborateur actif chez Club Sexu et Bugdex. Charles-Étienne privilégie les projets qui favorisent la biodiversité, l'environnement et la culture et l'éducation. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'un programme de sciences participatives, le programme Mission Monarque. Donc, avant de laisser la parole à Charles-Étienne, sachez aussi qu'après ce webinaire, il y aura un tirage au sort qui permettra à une personne présente ici de gagner 2 entrées pour le musée de l'Insectarium de Montréal, généreusement offert par eux. Donc, Charles-Étienne, bienvenue. Merci beaucoup d'être présent. Je te cède la parole et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup pour cette super introduction. Je vais maintenant vous partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre. C'est pas bien long. Hum, Voilà. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien la fenêtre ici? Je confirme. Super. Et on lance la présentation. Pas bien long. Super. Alors voilà, donc je suis très heureux d'être ici pour vous présenter le programme Mission Monarque, une initiative, un programme de sciences participatives de l'Insectarium de Montréal. Et si je devais résumer en une phrase ce qu'on fait avec notre plateforme, c'est qu'on propose des solutions d'inventaire de monarques et d'asclépiades pour améliorer la conservation du monarque au Canada. Et on fait ça depuis 2016 à l'Insectarium. Avant ça, il y avait d'autres initiatives pour soutenir la conservation du monarque, mais Mission Monarque, ça a commencé en 2016. Quand je présente Mission Monarque, j'aime ça dire que c'est un programme qui est conçu pour vos besoins de conservation. Que vous soyez un membre du grand public ou bien un parc, un musée, une municipalité, une fondation, une ONG, une organisation gouvernementale, si votre objectif, c'est de documenter la présence du papillon monarque et leur site de reproduction, en fait, sur votre territoire ou dans votre ville, la Mission Monarque, c'est la plateforme que vous recherchiez qui a été développé grâce à Environnement Canada. Donc, ensemble, on construit une carte qui est capable d'informer des mesures de conservation. Là, par exemple, à l'écran, je suis allé faire une capture d'écran d'une partie de la ville de Montréal où est-ce qu'il y a eu des inventaires qui ont été soumis. J'ai pris seulement les inventaires qui ont été soumis en 2024, mais vraiment, où que vous soyez au Canada, vous pouvez aller sur notre site Mission Monarque. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin, je pourrais faire une petite démonstration. Mais vous pouvez aller voir dans votre ville où sont les inventaires de monarques qui ont été faits par année. Fait que c'est très, très chouette comme plateforme. Et
Je vous montre ici notre base de données vivante en accès libre des inventaires. C'est une base de données qui est mise à jour régulièrement. Là, ça a l'air un petit peu condensé, mais il faut savoir que le programme roule depuis 2016. On a 8 années de données superposées sur cette carte-là. C'est pour ça qu'il y a des filtres. Vous pouvez filtrer par région, par période de temps. Et les données sont aussi téléchargeables. Attention, si vous téléchargez les données, juste être patient, ça prend 1 ou 2 minutes pour que le serveur comment dire, produise la base de données parce qu'il vous donne vraiment les données les plus à jour possibles. Donc, c'est pas un document préenregistré, c'est un document qui est généré à chaque requête d'utilisateur pour que vous ayez les données les plus à jour possibles. En 8 ans, on a eu plus de 8000 personnes qui ont soumis des données. De ces gens-là, il y en a 2000 qui sont des utilisateurs actifs. On considère utilisateurs actifs des gens qui se sont connectés au cours de la dernière année. On a reçu plus de 14 000 soumissions. La moitié étaient des missions. C'est le terme qu'on utilise chez Mission Monarch pour parler des inventaires. Et 50% des données étaient des données flash, c'est-à-dire des données d'occurrence, un petit peu comme sur eNaturalist. J'ai vu un monarque une fois à tel endroit, je le soumets versus un inventaire. On a eu plus de 9000 sites visités, 570 000 asclépiades recensées, 25 000 œufs de monarque, 29 000 chenilles, 5 000 chrysalides et 25 000 adultes. Il n'y a pas à dire, c'est une grande base de données. Et, euh, et j'aimerais vous parler du besoin auquel on répond. Pourquoi est-ce que Mission Monarque a été mise sur pied? Il y a eu le constat que les populations de monarques ont diminué de 90% dans les 20 dernières années. Aujourd'hui, le statut du monarque au Canada, selon la loi sur les espèces en péril, ben, c'est qu'il est en voie de disparition. On sait que l'été, le monarque se reproduit au Canada, mais où exactement? Ça, c'est la question à laquelle on essaie de répondre avec Mission Monarque. Donc, l'agenda pour la rencontre aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de la biologie du papillon monarque et du phénomène migratoire. Et ensuite, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez utiliser Mission Monarque pour conserver ce papillon. Donc, c'est vraiment une formation qui est donnée dans le but d'inspirer, d'outiller, d'autonomiser un petit peu tout le monde à qui le programme s'adresse. Donc, je vais commencer par vous présenter le cycle de vie du papillon monarque. C'est un insecte qu'on dit à métamorphose complète. Ça veut dire que chaque stade est morphologiquement distinct. Donc, on a l'œuf, la chenille, la chrysalide et le monarque. Et c'est ainsi que le cycle se répète. 4 stades de vie, ça lui prend à peu près un mois et demi pour compléter son cycle de vie selon la météo. Le monarque peut seulement accomplir son cycle de vie si l'asclépiade est présente. C'est une plante qui est indispensable au monarque parce que c'est la seule nourriture que la chenille peut utiliser pour s'alimenter. Il existe plus d'une centaine d'espèces d'asclépiades. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Au Québec, on en a 4, dont une qui est particulièrement commune. Mais ce que vous devez retenir, c'est simplement que le monarque peut se nourrir et pondre ses œufs sur toutes les asclépiades du genre Asclepias. C'est une plante qui sécrète du latex, un liquide blanchâtre, toxique et riche en cardénolide. C'est la substance chimique qui permet au monarque de développer son moyen de défense. Le monarque peut séquestrer, emmagasiner les cardénolides pour les intégrer à son corps et c'est ainsi qu'ils deviennent toxiques. C'est important de faire la distinction entre l'alimentation de la chenille et du papillon. La chenille du papillon monarque, elle est spécialiste. Elle se nourrit seulement d'asclépiades. L'adulte, lui, c'est un généraliste. Donc, il peut se nourrir de plusieurs sources de nectar. Quand on parle de l'Asclépiade et du monarque, on parle d'une relation complexe. On pourrait même dire une course aux armements. Parce que génération après génération, les Asclépiades ont développé des moyens de défense, tandis que les monarques ont développé des stratégies pour déjouer ces défenses-là. Et ça se passe depuis des millions d'années. C'est pour ça qu'on dit que ces espèces-là participent à une course aux armements pour se déjouer l'une l'autre. Les Asclépiades, bon, c'est une plante, elles ne peuvent pas fuir lorsqu'elles se font manger, et c'est pour ça qu'ils ont développé 3 principaux mécanismes de défense. Le premier, c'est les trichomes. Ça, c'est des petits poils qui agissent comme une barrière physique. Le deuxième, c'est le latex, le liquide blanchâtre épais, qui est une barrière physique, et ça s'assèche au contact de l'air et ça devient très collant.
Et ce latex-là, comme je vous l'ai dit, ben, il contient une substance toxique, les cardinolides. En retour, pour s'adapter aux défenses de leurs plantes hôtes, les monarques ont développé des stratégies impressionnantes. Les stratégies n'avaient pas de nom à proprement parler, donc je me suis permis de les baptiser la tondeuse, la tranchée et le bris d'aqueduc. Euh, donc, en fait, pour, euh, pour pouvoir accéder à la feuille, à leur source de nourriture, les plus jeunes chenilles vont passer la tondeuse avant de s'alimenter. Avec leurs mandibules, ils vont couper les poils sur la sclépiade et ça va permettre non seulement de mieux s'alimenter, mais aussi de mieux se déplacer sur la plante. Ensuite, la présence de sève laiteuse du latex peut être mortelle pour les chenilles. Quand le latex est exposé à l'air, il fige, il devient collant et il y a beaucoup de chenilles qui meurent engluées dans la sève d'Asclépiade. Donc, pour éviter ce sort-là, il y a des chenilles des chenilles de monarque, dis-je bien, qui font des trous dans la feuille, qui font une tranchée pour faire écouler le latex. Et finalement, les chenilles plus âgées, eux autres, ils ont une stratégie différente. Ils coupent l'écoulement à la source en sectionnant la tige à la base de la feuille. Je vous ai parlé du cycle de vie du monarque. Je vais vous parler maintenant du cycle de migration. Le monarque, c'est bien connu, c'est un grand migrateur qui parcourt plus de 4000 kilomètres. C'est une des plus grandes migrations du règne animal. Il fait l'aller-retour entre le Québec et le Mexique en 4 à 5 générations. On a deux phénomènes migratoires en Amérique du Nord. On a celui de l'Ouest qui se passe dans le coin de la Californie. Et on a la population de l'Est du Canada qui est vraiment beaucoup plus nombreuse que la population de l'Est. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la migration de la population de l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, au printemps, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs générations de monarques qui vont se succéder pour faire le voyage du Mexique vers le sud-est du Canada. Et à l'automne, on a les monarques nouvellement apparus de la dernière génération qui vont faire le voyage jusqu'au Mexique. Donc, c'est les mêmes monarques qui partent du nord de l'Amérique du Nord qui se rendent au Mexique. Cette génération-là, la génération migratoire, elle ne va pas vivre seulement un mois et demi, elle va plutôt vivre 8 mois. Comment ils font ça? C'est qu'ils ne se reproduisent pas tout de suite. Ils économisent leur énergie, ils ralentissent le développement de leur organe reproducteur pour pouvoir aller hiverner dans les forêts au Mexique. C'est donc dans les forêts montagneuses du centre du Mexique que les monarques passent l'hiver. Et ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas des arbres morts, c'est quand les monarques se regroupent. Et c'est comme ça qu'on peut les compter. Mais bien sûr, on ne les compte pas un par un, ce serait beaucoup trop long. En fait, on estime la taille de la population des monarques année après année en observant la superficie de leur aire de repos. Et c'est comme ça qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait un déclin alarmant des populations. On estime le déclin à 90% depuis 1996. Les causes du déclin sont multiples. Il y a en partie les coupes forestières au Mexique, l'intensification des pratiques et du changement du paysage agricole et bien sûr les changements climatiques. Bon, pour les coupes forestières au Mexique qui dégradent l'air d'hivernage, historiquement, les coupes illégales, c'était un des principaux facteurs du déclin des populations de monarques. Les coupes diminuaient la qualité des sites d'hivernage, il y avait moins d'arbres, les arbres étaient plus distants les uns des autres et ça offrait moins de protection aux papillons monarques. Aujourd'hui, les coupes dans et autour des sites d'hivernage sont interdites. C'est plutôt les feux de forêt, les maladies et les coupes d'assainissement qui fragilisent les aires d'hivernage. Pour l'intensification des pratiques et du changement du paysage agricole, la présence de l'asclépiade a diminué à cause de l'efficacité des herbicides utilisés, notamment le glyphosate qu'on utilise dans les grandes cultures et les cultures génétiquement modifiées. Moins d'asclépiades, il y a moins d'endroits pour pondre et moins d'endroits et moins de nourriture pour les chenilles. Et finalement, pour les changements climatiques, ben, l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, ça contribue au déclin si les monarques rencontrent un ouragan sur leur parcours de migration ou encore si la température est trop haute ou trop l'humidité trop élevée au site d'hivernage, ça peut nuire à de nombreux papillons. Donc, nous, en tant que musée à l'Insectarium de Montréal, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour remédier au déclin? Donc, on a constaté qu'il manquait de connaissances scientifiques sur les populations de monarques au Canada pour élaborer un plan de conservation efficace.
Donc, on a décidé de créer un outil qui permettrait au grand public de participer à trouver des réponses pour orienter des décisions de conservation, pour que les preneurs de comment dire, les décideurs, décideuses puissent avoir accès à des données fiable. Donc voilà, avec Mission Monarque, on peut combler ce manque de connaissances-là. C'est un programme qui a comme deux volets, si on veut. Un premier volet qui vise à sensibiliser le public à l'enjeu de la conservation du monarque. Et le deuxième volet, c'est de lui permettre de participer à la recherche, de prendre part au processus pour mieux protéger les sites de reproduction du monarque. J'utilise ce mot-là depuis le début de notre rencontre aujourd'hui, la science participative. Qu'est-ce que c'est? Pour faire ça simple, c'est un projet de recherche qui invite les personnes non scientifiques à contribuer activement et bénévolement à la collecte de données. L'idée, c'est vraiment de décloisonner la démarche scientifique pour la rendre accessible. Puis ça, c'est super intéressant pour aider les scientifiques à combler des lacunes en matière de connaissances. On peut accélérer le processus de collecte de données, on démocratise la démarche scientifique. Vraiment, ça permet aux participants d'être au cœur du projet. Et bien sûr, ça permet de sensibiliser la population euh, au papillon monarque. Euh, J'aimerais vous parler maintenant du protocole Mission Monarque qui se résume en quatre étapes. Vraiment, c'est un protocole qui a été réfléchi pour être super simple et accessible à tous et à toutes. La première étape, c'est d'imprimer le formulaire sur notre site web de Mission Monarque. Ça, c'est le formulaire qui vous permet de savoir quelles informations recueillir quand vous êtes en inventaire sur le terrain. La deuxième étape avec votre formulaire, c'est d'examiner les asclépiades pour voir si, troisième étape, vous pouvez trouver des monarques, donc des œufs, des chrysalides, des chenilles, des adultes. Et la quatrième étape, ce qui nous permet de savoir ce que vous avez trouvé, c'est en partageant vos résultats sur notre site web. Tout le monde peut se créer un compte pour rapporter leurs observations, leurs inventaires. Quand je présente le protocole, des fois on me demande Ah, mais je mets déjà mes observations sur e-naturaliste, c'est quoi la différence? Donc, Mission Monarque n'est pas un autre e-naturaliste, même si on accepte les données d'occurrence. Une donnée d'occurrence, une donnée flash, c'est je l'ai vu un papillon à telle heure, à tel endroit. Euh, on va au-delà de tout ça. On encourage vraiment les gens à nous soumettre des données d'inventaire, c'est-à-dire des données d'inventaire qui recensent le nombre d'asclépiades et le nombre de monarques à un certain endroit durant un certain moment. Ça nous donne vraiment des données d'écologie, de densité. On a accès à savoir le nombre de participants, la durée de l'inventaire. C'est une donnée qui a une valeur différente. Ça permet d'identifier les habitats de reproduction. Et comme j'ai dit, c'est un protocole, c'est ça, qui a été conçu pour le grand public avec l'accessibilité en tête. C'est vraiment pas très long, ça prend 15 à 20 minutes à peu près réaliser un inventaire mission monarque. Et puis, ben, nos participants, pour les aider, ils reçoivent un tutoriel illustré. Ça, c'est nouveau de cette année et il est magnifique. Euh, les participants ont un profil d'utilisateur. Ils peuvent avoir un historique de leurs inventaires avec une carte personnalisée de où est-ce qu'ils sont allés. Ils ont bien sûr accès à la carte dynamique gratuite en accès libre de toutes les données, celle que je vous ai présentée au début de la rencontre. Euh, on envoie 4 à 5 infolettres par année. On publie 2 à 5 articles de blog sur la conservation du monarque. Et nos participants peuvent nous rencontrer dans nos kiosques émissions monarque. On fait des animations au courant de l'été. Ça, par exemple, c'était il y a quelques mois à- au Festival de la biodiversité de McGill à Montréal. Je vais aller un petit peu plus en profondeur maintenant dans les quatre étapes du protocole. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. La première étape, se munir du formulaire, ben, il est accessible sur notre site web dans la trousse de mission. On vous encourage à imprimer assez de formulaires pour que les participants puissent en avoir. Admettons que des fois, c'est une formation que je donne à des ambassadeurs, des gens qui vont faire des activités avec des grands groupes. Ben, je leur dis, ben, vous pouvez avoir, par exemple, un formulaire par groupe de deux, trois ou quatre personnes. Et puis, ça peut être pratique d'avoir des planchettes à pince et des crayons pour pouvoir écrire sans problème. L'étape numéro 2, examiner de la sclépiade. Une fois que vous avez vos formulaires, c'est l'heure d'aller jouer dehors pour trouver la plante hôte du monarque. Vous pouvez vous rendre au site d'observation que vous voulez.
si vous êtes vraiment craqué, vous pouvez consulter la carte euh, avant de choisir un site et de voir où est-ce qu'il y a des inventaires qui n'ont pas été faits cette année. Vous pouvez décider que ça va être votre site, puis vous allez faire votre inventaire à cet endroit-là. Au Canada, on a plusieurs espèces d'asclépiades, mais la plus commune, c'est l'asclépiade commune, d'où son nom, et l'asclépiade incarnate. Au Québec, on a quatre espèces d'asclépiades. Ça, c'est les deux plus communes. Mais vraiment, je vais m'attarder sur l'asclépiade commune qui pousse dans les milieux ouverts et perturbés, les champs, les lisières de forêt, mais aussi les bords de route, terrains vagues, chemins de fer. Vraiment, c'est une plante un petit peu passe-partout. Elle aime les milieux au sol pauvre et sec. Et elle est aussi facile à cultiver. Elle peut empiéter sur d'autres espèces dans le jardin. Elle prend de la place. Puis ben, je prends le temps aussi de vous montrer l'asclépiade incarnate, qui, elle, préfère le milieu humide. On la retrouve près des marais, des rives, des lacs, des cours d'eau. Mais si jamais vous n'êtes pas sûr si la plante que vous avez devant vous est une asclépiade, un des traits communs à toute la famille des asclépiades, c'est la production de la sève laiteuse, donc le latex, cette substance blanche et collante, mais aussi la disposition des fleurs qui sont disposées en ombrelle, en parapluie. Maintenant, pour reconnaître l'asclépiade commune, euh, les feuilles sont plutôt larges, tout le temps en paires opposées et ils sont poilus en dessous. Les fleurs qu'on peut observer de juillet à août sont roses à pourpre fade, comme j'ai dit, disposées en ombrelle, des fois presque sphériques. Ils dégagent une odeur forte, agréable et il y a vraiment beaucoup de fleurs condensées ensemble. Et en septembre, octobre, on peut voir les fruits. Des fois, les gens font pas le lien entre les feuilles, les fleurs, les fruits. C'est la même plante qui change d'apparence au courant de l'été. Et même à ce temps-ci de l'année, fin novembre, si vous allez vous promener, ben, les fruits ont commencé à s'ouvrir et les graines se sont réparties. Euh, voilà, se sont dispersées. Euh, et comme je vous ai dit, oui, c'est ça. Une autre manière de vérifier si vous avez de l'asclépiade devant vous, c'est de rompre une partie de la plante pour voir s'il y a la présence du liquide blanc, le latex. L'étape numéro 3, c'est de chercher les monarques. Une fois que vous avez trouvé votre asclépiade, vous inspectez les tiges une à une pour voir s'il y a des œufs, des chenilles, des chrysalides et des monarques. Je vous montrerai dans quelques diapos comment les reconnaître. C'est important de garder votre formulaire à portée de main et de noter vos observations à mesure. Je donne un exemple. J'ai pris le formulaire d'observation sur le terrain qu'il y avait sur notre site web. Par exemple, si j'inspecte une tige d'asclépiade et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'œuf, pas de chenille, pas de chrysalide, ben à ce moment-là, je vais écrire un zéro. Ça vaut la peine de rapporter les zéros. Mais si, puis je vais quand même noter le nombre de tiges d'asclépiade que j'ai observé. Euh, voilà, dans la section nombre de tiges. Et si vous trouvez rien, c'est ça. Les zéros sont aussi importants. C'est aussi une donnée qui a de la valeur à nos yeux. Pour reconnaître les œufs, ben, il faut savoir qu'il y en a généralement un par plante. Ils sont blancs, jaunâtres, plutôt ovales ou coniques. Et si vous observez la photo du haut, en haut à droite dans ma diapositive, vous observez des petites stries longitudinales tout au long de l'œuf du monarque. Attention, si vous voyez une masse blanchâtre qui n'est pas conique et qui n'a pas de stries, c'est probablement une goutte d'asclépiade. Une goutte de latex d'asclépiade. Euh, Là, je vous ai mis une photo à côté d'un doigt, juste pour vous montrer à quel point c'est petit, c'est facile de manquer les œufs. Donc, ça demande comment dire, une inspection approfondie des tiges d'asclépiade. Maintenant, pour les chenilles, vous êtes peut-être familier avec leur belle couleur, leur rayure jaune, blanche et noire. Elles ont aussi des filaments aux deux extrémités du corps. Ça peut être difficile de les remarquer lorsqu'elles sont toutes petites. La chenille a 5 stades, elle traverse 4 mues et ça lui prend 7 à 17 jours pour euh, faire sa petite vie de chenille. Ensuite, les chrysalides sont vraiment bien camouflés. Si vous remarquez dans notre base de données, c'est probablement le stade qui a le moins
d'observation parce que la chenille ne va pas tout le temps rester sur son plan d'asclépiade pour faire sa chrysalide. Des fois, elle va aller sur le rebord d'une maison ou dans un arbre. Donc, elles sont vraiment plus difficiles à trouver. Elles sont vert turquoise avec des points dorés. Elles reflètent la lumière, mais elles deviennent transparentes lorsque le papillon est presque à veille de sortir. Et ensuite, bien sûr, le papillon adulte a de belles ailes orangées avec des nervures noires et le bord des ailes tacheté de blanc. Il va vivre comme adulte 3 à 5 semaines si ce n'est pas la génération migratoire qui, elle, vit plutôt 8 mois. Et je vous donne un petit truc pour différencier les mâles des femelles. Si vous regardez sur la photo du bas, le mâle a deux taches noires sur les ailes arrière. Ce sont des androconies. C'est un organe vestigial qui a perdu son utilité chez le monarque, mais qui, chez d'autres insectes, permet, comment dire, d'interpréter des phéromones. Je prends un petit moment pour vous montrer des insectes qui ressemblent aux monarques. Si vous trouvez que cet insecte-là ressemble au monarque, vous avez bien écouté ma présentation, c'est effectivement un monarque. Mais je vous montre le papillon du céleri qui peut être confondu avec la chenille du monarque. Mais on ne retrouve pas cette chenille-là sur l'asclépiade. Ensuite, on a l'arctide de l'asclépiade, qui est une chenille que l'on peut trouver sur l'asclépiade, mais elle n'est pas de la bonne couleur. Et on a le vice-roi qui ressemble vraiment, vraiment beaucoup au monarque, mais le truc pour le remarquer, c'est qu'il a une veine transversale dans les ailes postérieures, les ailes arrière, que le monarque n'a pas. Donc le vice-roi, il imite le monarque, il dit au prédateur, moi aussi je suis toxique, quand en vérité, il ne l'est pas. Et la quatrième étape, finalement, ben, après votre sortie, lorsque vous êtes de retour à la maison, on vous encourage à soumettre vos données récoltées grâce au formulaire sur le site de Mission Monarch. C'est le moment où est-ce que vous pouvez nous envoyer aussi des photos si vous avez pris des photos sur le terrain. On adore ça parce que nous, ça nous permet de vérifier est-ce que c'était bel et bien des monarques qui ont été observés et est-ce que c'est la bonne espèce d'asclépiade qui a été identifiée. Ça implique de se créer un compte sur notre site web. C'est pas bien compliqué. Et si jamais vous oubliez votre mot de passe, ça arrive. Vous pouvez nous écrire et on peut vous aider à le réinitialiser. Et puis à ce moment-là, ben, on vous dit félicitations. Vous avez contribué à l'avancement des connaissances scientifiques qui permettent de conserver le monarque. Puis après ça, ben, le côté que vous ne voyez pas vraiment, c'est que nous, à l'Insectarium, on reçoit vos données, il y a un processus de révision, on ajoute les données validées à la carte et elles deviennent disponibles à tout le monde. Donc, si vous soumettez une donnée et qu'elle n'apparaît pas tout de suite, c'est normal. Nous, en saison forte, on essaye de les mettre à jour à toutes les semaines, mais des fois en début de saison, en fin de saison, le processus peut être un petit peu plus lent. Et puis, si jamais une de vos données est rejetée, habituellement, on va essayer d'écrire une petite note sur la donnée pour que vous puissiez voir si jamais ce n'était pas une donnée valide. Et puis, de toute manière, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Et ça m'amène à vous parler de notre communauté de pratique. On est, comme vous le savez, à peu près 8000 sur Mission Monarch, 2000 participants actifs qui font des missions, des inventaires à tous les étés. On envoie 4 à 5 infolettes par année, 2 à 5 articles de blog. On est en train de se construire un forum de discussion pour que toutes ces belles personnes-là puissent se parler entre elles, se donner des trucs, se poser des questions, parce que là, toute l'information passe par les coordonnateurs de programme, c'est-à-dire moi et ma collègue Julia, mais avec un forum, ça permettrait comment dire, à la communauté d'échanger et on a des super utilisateurs qui ont soumis plus de 300 inventaires et c'est des personnes qui, honnêtement, font ça depuis probablement plus longtemps que moi. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis à Mission Monarch. Donc, on a vraiment des gens qui peuvent répondre à des questions aussi bien, sinon peut-être mieux que nous. Et dans tous les cas, ben, on a des réponses à vos questions à l'adresse missionmonarch@montréal.ca. Donc, on vous encourage à vous abonner à notre infolettre pour garder contact. À chaque année, on coordonne le Blitz d'inventaire du monarque. C'est un recensement annuel
trinational qui se passe au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et c'est en collaboration avec la Commission pour la coopération environnementale. En 2025, ça va tomber du 25 juillet au 3 août. Donc, durant ces 10 jours-là, partout à travers l'Amérique du Nord, les gens essaient de sortir à tous les jours ou presque pour faire des inventaires, pour faire des recensements. Ça nous donne vraiment une image à l'échelle du continent. Euh, il y a comme un effort de, de conservation qui est fait durant ces 10 jours-là. Donc ça nous permet de continuer à sensibiliser le public. On promouvoit la collection de données. Et bon, là, je vous partage les dates, mais si jamais ça vous sort de la tête, le meilleur moyen pour être tenu au courant des dates, c'est l'infolettre. On va envoyer un rappel. Je vous présente aussi le programme Oasis pour les monarques. Si vous avez envie d'aménager chez vous ou au travail un jardin pour les monarques, ben, Espace pour la vie pense à vous. La certification Oasis pour les monarques, elle n'est pas gérée par Mission Monarque, mais c'est comme une initiative sœur de notre programme. Puis moi, j'aime ça en parler parce que ça donne des conseils d'aménagement. On parle de la sélection des plantes, de l'entretien écologique. Ouais, c'est ça. C'est le programme compagnon idéal pour Mission Monarque. Et pour ceux et celles qui aimeraient aller plus loin, l'année passée, on a lancé le programme Mission Monarque Expert. La formation Mission Monarque Sciences participatives qu'on est en train de faire en ce moment, elle prend 30-45 minutes. C'est très court. Mission Monarque Expert, c'est vraiment pour les professionnels en conservation qui veulent faire des inventaires approfondis et standardisés pour caractériser des sites de reproduction. C'est généralement des employés du service de la faune canadien, des techniciens en inventaire qui font de la faunistique. Donc, c'est pour ça que l'implication en temps est vraiment plus grande. Ça prend 5 heures pour être bien formé et ça implique une demi-journée à une journée de terrain par semaine par site d'inventaire en moyenne. C'est pour ça que je dis que c'est plus rare que c'est des bénévoles qui font ce programme-là. Mais j'en parle parce que des fois, ça donne qu'il y a du monde dans mes formations qui sont intéressés ou qui connaissent du monde qui aimerait ça faire du Mission Monarque Expert ou faire du MMX, comme on dit dans le jargon avec l'abréviation. Écoutez, mon Dieu, c'est allé vite, exactement une demi-heure. J'arrive à la fin de ma présentation. On a plein de temps pour les questions. Je termine en vous montrant cette photo de notre équipe de terrain 2024. On avait deux stagiaires, les deux jeunes filles au milieu de la photo. À gauche, vous avez ma collègue Julia. Et non seulement on crée des outils, mais on engage des stagiaires l'été pour aller faire des inventaires et valoriser notre outil. Donc, on rajoute des données à notre plateforme pour qu'elle soit plus complète et plus efficace à orienter les conservations de décision. J'ai trois messages clés pour terminer. J'aimerais vous inviter à créer de l'habitat pour le monarque, donc planter de la sclépiade, planter des jardins fleuris. Impliquez-vous dans des programmes de sciences participatives comme Mission Monarque, par exemple. Et enfin, passez le mot, parlez-en. Si jamais vous avez du monde qui se cherche quoi faire les week-ends durant l'été, ben, parlez-leur de Mission Monarque. Voilà. Merci beaucoup, Charles-Étienne, pour cette présentation. J'ai déjà hâte à l'été prochain. Ça va être dur d'attendre jusqu'à là. Mais Ben, si avant vous allez aux États-Unis ou au Mexique, je veux dire, c'est une plateforme pan-canadienne, mais si vous voyagez, il n'y a rien qui empêche. On a eu quelques soumissions qui venaient des États-Unis, qui venaient du Mexique. Généralement, ben, ces pays-là ont leur propre programme de sciences participatives, mais il y a du monde qui aime tellement Mission Monarque qu'en font même aux États-Unis, même au Mexique. Ah ouais, waouh, ok. Ah, c'est bien. C'est grâce à des gens comme ça que on a plein de données, en tout cas. Oui. Ben, merci beaucoup. Avant d'ouvrir la période de questions, je vais juste repartager mon écran rapidement. Est-ce que tu veux que j'arrête de partager mon écran? Je pense qu'en fait, j'ai pu prendre la main. C'est ça, j'ai pu prendre la main directement. Donc, c'est OK. correct. Merci, Charles. Donc, sachez que nous arrivons à la fin de notre série Midi Conservation pour cette année. Donc, ce webinaire était le dernier de 2024. Sachez que le calendrier des Midi Conservation 2025 est déjà en préparation et nous vous réservons une programmation, on l'espère, aussi passionnante que celle de 2024. Donc, petit aperçu, petit spoil il a déjà été confirmé une première conférence par la Société des établissements de plein air du Québec, donc la CEPAC, qui abordera le sujet suivant, la capacité de support des écosystèmes dans les aires protégées.
Donc, sinon, pour savoir nos prochains midi conservation, je vous conseille de rester à l'affût et de vous abonner à notre infolettre que je vais mettre de suite dans le chat. Voilà. Et sinon, ben, on peut maintenant désormais passer à la période de questions. Donc, comme je l'ai mentionné au début, vous pouvez soit écrire vos questions dans la boîte Q&R et je les poserai pour vous, ou soit vous manifester en levant la main, puis j'activerai votre micro. Alors, on a déjà une question de Nicolas Fabre, donc, qui demande comment on discerne un monarque d'un vice-roi lorsqu'ils sont en vol. Oula. C'est une bonne question. Moi, je dirais, gardez-le en vue. Il y a des fortes chances qu'ils finissent par se poser pour que vous puissiez voir s'il y a la veine noire qui traverse les ailes arrière. Mais sinon, au niveau de la taille, le vice-roi est plus petit que le monarque. Euh, donc, c'est aussi possible d'avoir une petite idée. Mais même si vous arrivez à prendre une photo du monarque en vol, c'est possible que la photo soit assez claire pour que vous puissiez voir s'il y a la veine ou non. Euh, voilà, je pense que c'est ça que j'aurais à offrir comme réponse. Ben, merci. Et en effet, c'est pas facile. On a Brigitte Mongeau qui souhaite vous poser une question. Je vais essayer d'activer votre micro. Allez-y, Brigitte. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, Ah, Oui, ok, on t'entend, on c'est vous entend. Céline. Ah, C'est Céline. Céline. J'aimerais que monsieur nous fasse une démonstration de comment aller chercher, mettons, la quantité de monarques qu'on a eu au Boisé des Dos cette année. On n'arrive vraiment pas à le faire. Est-ce que vous pouvez le faire à l'écran, qu'on voit comment vous y arrivez? oui, bien sûr. Euh, je vais vous partager mon écran, puis en même temps, ça va vous permettre de montrer à tout le monde comment télécharger les données. Donc, je partage ici cette fenêtre. Vous devriez voir le site de Mission Monarch. Oui. Alors, pour télécharger les données, on va dans la section Les données, consulter les données. Moi, j'aime toujours ça, me mettre en mode carte. Et c'est comme ça, vous reconnaîtrez la carte que je vous ai montrée avec les inventaires de papillon monarque. On a nos filtres ici qui nous permettent, par exemple, d'avoir la période de temps qui nous intéresse. Et on clique sur télécharger les données. On répond à la question quel est le but du téléchargement? Est-ce que c'est pour de la recherche, pour de la conservation, par curiosité ou autre? Tiens, on va le faire aujourd'hui pour des raisons de conservation. Et je clique sur télécharger. C'est à ce moment-là qu'il faut attendre 2-3 minutes. Ça devrait être indiqué. Le site web n'a pas été mis à jour depuis quelques années, simplement parce qu'on travaillait très fort sur Mission Monarch Expert, qui était la priorité de notre bailleur de fonds Environnement Canada. On espère pouvoir donner un peu d'amour au site de Mission Monarch au cours des prochaines années. Donc là, ce qu'on ne sait pas, bien, pendant qu'on est en train de se parler, le serveur est en train de travailler pour générer le document, le classeur Excel qui contient les données. Et ensuite, il va se suffire de filtrer les données selon la zone géographique qui vous intéresse, en l'occurrence le Bois et des 12, par exemple. Euh, Juste pour pas accaparer tout le temps de rencontre, je m'arrêterai là. Mais Céline et Brigitte, si vous voulez qu'on regarde ça plus en profondeur, simplement m'écrire à l'adresse Mission Monarque, mission-monarque à montréal.ca si jamais vous avez d'autres difficultés. Et je verrai comment je peux vous aider à ce moment-là. Est-ce que ça va comme ça? Euh, je suis encore en ligne? Oui, oui. Oui, OK. Alors, moi, je viens d'aller en même temps que vous sur le site, là, et on a recherché, réinitialisé, mais téléchargé, ça n'apparaît pas sur notre écran. Quand on ouvre, là, je ne sais pas pourquoi, mais
Je l'ai pas, j'ai juste recherché, réinitialisé, téléchargé, puis vous nous l'avez souvent dit parce que lors de précédentes correspondances, et on avait, c'est toujours là qu'on avait le problème. Ah, mais êtes-vous dans... Ah, Vous c'est... voyez, c'est ça, Ouais, exactement. je vais l'annuler ici. C'est comme si télécharger, c'était juste Ah, êtes, propre à êtes- votre équipe, peut-être. êtes-vous connecté sur votre compte? Là, moi, par exemple, je suis dans mon profil. OK. Ah, mon compte, je ne sais pas, là, par exemple, soumettre les données. Je pense que, il faut être connecté sur votre compte pour avoir accès au téléchargement. Et montrez-moi, c'est où qu'on peut être connecté sur notre compte? Où est-ce que c'est? Donc, dans les Connexion. OK, connexion. connexions, vous Ouais, entrez vos identifiants. OK, connexion. OK, connexion. On va essayer les données, consulter les données. Ben oui. Ah ben, Ah, ah, bien contente. bon, Bon, super. ben, Et n'oubliez pas, ça prend quelques minutes avant que le téléchargement se passe. Donc, il suffit d'être patient, peut-être d'aller se faire un petit café, puis, puis, bon, ben, ça il valait finit le par coup. télécharger. Ah, merci. Avec plaisir. Céline. On a quelques questions maintenant dans la boîte Q&R. Donc, Et Louane Nguyen qui pose la question suivante. C'est quoi la proportion de chrysalides qui sont sur les plants d'Asclépiade? j'ai pas de pourcentage précis à offrir, mais je dirais que la proportion, elle est très faible. Les chenilles de monarque ont tendance à quitter la Scrippiade, mais l'objectif de Mission Monarque, c'est vraiment de cartographier les sites de reproduction du papillon monarque. On veut savoir où les chenilles grandissent pour pouvoir mieux protéger ces endroits-là. Donc finalement, c'est le fun de savoir s'il y a des chrysalides qui ont été trouvés, mais ce qui est vraiment important, c'est où est-ce que les chenilles grandissent. Ok, j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à me confirmer dans la boîte Q&R. Nous avons une prochaine question. Juliane Bourré qui demande, avez-vous un programme de restauration ou d'entretien des friches qui favorise les asclépiades? J'ai quelques zones à vous suggérer dans la région du lac des Deux Montagnes. C'est une question qu'on nous pose souvent. Non, l'Insectarium de Montréal, on est un musée, on n'a pas un mandat d'acquisition, de restauration ou d'entretien de terres, de friches. L'Insectarium est un musée de la ville de Montréal. Et le mandat de Mission Monarque, c'est vraiment de créer un outil, une plateforme pour pouvoir faire des inventaires de papillons monarques. On est une très petite équipe avec des ressources limitées. C'est pas qu'on veut pas le faire, c'est qu'on n'a pas les capacités pour le faire. Ce qu'on préfère, c'est développer un outil que les organismes qui font de la restauration ou de l'entretien de friches pourront eux utiliser afin comment dire, d'avoir des données pour la conservation. Je comprends. Merci. Nous avons Thalie désolé. J'ai une question. Est-ce que, est-ce que les personnes qui prennent les chenilles du monarque dans la nature et les posent dans un terrarium pour s'assurer qu'ils deviennent un papillon, une fois qu'ils sont des papillons, ils les libèrent, est-ce vraiment plus avantageux pour l'espèce de faire ça? Ah, je suis vraiment contente, Ali, que tu aies posé cette question-là. Euh, le positionnement de l'insectarium sur l'élevage en captivité, ben, on n'est pas vraiment favorable à ça. Et la raison pour laquelle on ne soutient pas cette pratique-là, c'est que quand on élève un insecte en dehors de son contexte naturel, on enlève les pressions de sélection naturelle. On intervient un petit peu dans le processus évolutif. Euh, Ça fait que l'insecte n'a pas l'occasion comment dire, d'être sélectionné, de faire face à un climat pas évident, de la compétition, par exemple des pucerons qui mangent aussi la même nourriture, ou encore des parasites, des parasitoïdes, des guêpes, des prédateurs. Euh, il, f-
on a une approche qui est de ne pas intervenir, c'est de documenter les populations de monarques dans leur état naturel. Et puis parfois, en fait, la science a montré que d'élever des monarques, ce n'est pas une pratique de conservation viable. Généralement, il y a plus de parasites chez les monarques élevés en captivité. Leur sens de l'orientation est moins bon. On n'élève pas des monarques qui sont capables de devenir des bons migrateurs. On doit vraiment comment dire, encourager le processus de sélection naturelle pour que les monarques qui survivent, c'est ceux qui sont les plus forts, qui sont capables de migrer, se rendre au Mexique. Euh, voilà, c'est pour ça que l'insectarium a décidé d'adopter un positionnement qui ne soutient pas l'élevage. Très bien. Nous avons Shona Flaherty, désolée, euh, qui vous demande, avez-vous des données qui vous ont surpris, des observations très tôt ou tard dans l'année ou beaucoup plus nordiques que vous attendiez? Euh, oui, j'ai été surpris d'avoir des données soumises en novembre. Je trouve ça tard et froid, mais c'est vrai qu'on a eu un mois de novembre plutôt clément. Mais sinon, on est un petit peu en retard sur l'analyse de données, c'est-à-dire qu'on crée la plateforme, on recueille les données, mais on n'a pas un mandat d'analyse à proprement parler. Donc, je suis même pas familier avec toutes les données qu'on a eues, même si des membres de l'équipe les révisent, c'est dur pour l'instant comment dire, juste comme ça, tirer des conclusions. Mais j'encourage tout le monde à aller consulter les données, à faire les analyses dont ils et elles ont besoin dans leur aire d'intérêt et à tirer leurs conclusions, à utiliser vraiment l'outil pour eux. On le met à la disposition de tous. Très bien. Nous avons une autre question. Clara Galland, est-ce qu'il y a des liens partenaires possibles entre la certification Ville Amie des Monarques de la Fondation David Suzuki ou bien rappeler des similitudes et différences entre les deux? En tant que ville, on est toujours intéressé à des activités en lien avec la certification pour les citoyens. Euh, Étrangement, à Espace pour la vie, ce n'est pas Mission Monarque qui est en charge de la certification Ville Amie des Monarques. Et je ne suis pas familier avec le programme David Suzuki. J'en ai entendu parler. Ça fait pas non plus très longtemps que je suis chez Mission Monarque, donc je suis encore en train d'apprendre. Il se peut que Ville Amie des Monarques devienne un mandat de Mission Monarque. Pour l'instant, c'est pas tout à fait clair. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que pour obtenir la certification, les villes sont encouragées à soumettre des données, à faire des inventaires de missions monarques pour savoir où sont les monarques sur leur territoire et puis qui ensuite se mettent à utiliser notre base de données pour faire de la conservation à l'échelle municipale. Euh, donc, je pourrais pas trop vous répondre avec tu sais, les liens ou les différences et les similitudes entre les deux programmes. C'est quelque chose que j'aimerais bien explorer, mais pour l'instant, j'ai malheureusement pas la réponse, Clara. Ok. Oui, en effet, moi aussi, je pensais que c'était lié. Donc, merci d'avoir éclairci tout ça. Prochaine question, encore Nicolas Fabre. Comment manipuler les asclépiades sans blesser, gêner les chenilles ou chrysalides? Je dirais lentement et délicatement. Donc, faire une première inspection visuelle du plan. C'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous des feuilles. Donc, ça implique de se mettre en petit bonhomme ou sur les genoux, de tourner les feuilles délicatement, une à une. Surtout si on fait l'activité avec des enfants, c'est important de leur dire d'être très délicat avec les plantes pour pas l'abîmer. De prendre un petit morceau de la feuille puis de la tourner parce que il pourrait y avoir une chenille, il pourrait y avoir un œuf. Ouais, je pense que c'est comme ça que je répondrais. Je pose une question personnellement. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'un œuf, quand on la retourne, il tombe ou quelque chose comme ça L'œuf est très bien attaché à la plante. Moi, ça m'est jamais arrivé que l'œuf tombe. D'accord, ok. Bon, on est délicat alors. Prochaine question, Alexandre Murier-Roy qui demande, j'ai trouvé des semences d'asclépiades chez livali.com, mais ce n'est physiquement qu'aux chutes du Niagara. Si ça peut intéresser certaines personnes à planter ceci pour attirer les monarques, sont-ils présents dans le Grand Montréal?
Je pense que j'avais des fournisseurs possibles. Je vais juste voir rapidement si, si j'en trouve. Euh, une petite recherche dans mes documents. Sinon, euh, semence. Sinon, je vous inviterai à m'écrire à l'adresse. Ah, oui, OK. Donc, nous, on n'a pas, on ne fournit pas des semences d'Asclépiade, mais on recommande trois semenciers. Arken, attends, je vais les mettre dans le. Dans le chat, si tu veux, Ouais. oui. On a Parfait. Arken, semencier artisanal, semence écoumène et pépinière Aiglon Indigo. Euh, mais en général, plusieurs pépinières en ont. On vous encourage à aller dans votre pépinière locale. Je le mets dans le chat. Ça, c'est ce que mes anciens collègues m'avaient laissé. Ça date Parfait. de 2022-2023, mais je suppose que certaines références devraient être encore à jour. Merci beaucoup. Nous avons une prochaine question. Louane Nguyen, est-ce qu'il y a un protocole de gestion des friches qui favorise la présence d'asclépiades? Est-ce qu'il y a un protocole de gestion des friches qui favorise la présence d'Asclépiades? Euh, Louane, je vous encouragerais à nous écrire à notre adresse mission-monarque@montréal.ca. C'est une question que je partagerai avec ma collègue qui est notre coordonnatrice scientifique, qui est plus au fait que moi sur tout ce qui est protocole de gestion et meilleures pratiques. Donc, je vais pouvoir vous revenir avec une réponse, mais je vais juste devoir consulter avec ma collègue. Est-ce que ça vous convient? Euh, J'attends peut-être sa réponse. Elle dit oui, merci. Oui, elle dit oui. OK, super. Ben, on se parle plus tard, Louane, avec plaisir. Parfait. Clara Galland qui demande, est-ce que est utile ou recommandé de collecter les semences d'asclépiades en octobre pour les semer ailleurs? Ou est-ce préférable de ne pas les toucher car ils se dispersent naturellement? À ma connaissance, il n'y a pas de contre-indication à récolter de l'asclépiade, des graines d'asclépiade sauvages pour les replanter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les asclépiades, pour que ça pousse l'année d'après, ils ont une période de gel obligatoire. Donc, si vous en collectez, simplement les laisser à l'extérieur chez vous, sur le balcon ou dans la cour en arrière, parce qu'ils ont besoin de geler si vous voulez qu'ils germent la saison d'après. Donc, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Ok, parfait. Euh, la... Hmm, les questions qui arrivent au fur et à mesure. Juliane Bourré qui demande, est-ce que la CEPAC a un programme d'entretien des friches dans ses parcs? À Oka, les années 1970 et 1980 comptaient beaucoup d'asclépiades et de monarques. Est-ce que tu es au courant de C'est ce que font la CEPAC? c'est une bonne question, non? Je ne suis pas au courant de ce que fait la CEPAC. Je sais qu'on a certaines CEPAC qui participent à Mission Monarque, mais non, je ne connais pas leur programme d'entretien des friches. Je suis désolé. C'est correct. Il y a Brigitte ou Céline, je ne sais pas qui est connecté, elle nous envoie des liens que je remets dans le chat. Je pense que ce sont des liens vers des semences, donc je vous les partage dans le chat. Et s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un a levé la main? Oui, désolé. Oui, Michel Brissette, je vais vous donner la parole. Euh, J'y vais. Est-ce que vous pouvez parler, Michel? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, Oui, bonjour. je vous Bon, entends. bon, voulais vous remercier là, pour avoir des informations qu'on a eues sur le monarque. Moi, étant un retraité assez âgé, à notre âge, on cherche des activités Mhm. qui nous permettent, qui ne demandent pas des efforts, parce que, bon, le corps n'arrache un peu et vieillit. Donc, cet été, moi, comme j'ai une petite maison aussi, la Madeleine, cette année, mon objectif, que je m'en vais passer l'été, ça va être de travailler sur le monarque. Donc, je vous Oh, wow! remercie beaucoup parce que c'est une activité à notre âge, on peut faire et ça aide aussi l'environnement. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait tellement plaisir de recevoir ça. Merci beaucoup, Michel. Et si jamais vous rencontrez des difficultés ou s'il y a des parties du site que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours nous écrire mission-monarque à commercial montréal.ca. C'est indiqué sur notre site web, Mission Monarque. Voilà. Merci, merci. Je suis tellement content pour votre Merci beaucoup. témoignage. Michel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait Alexandre Muret-Roy qui remercie Juliane Bourré pour son commentaire et qui est au plaisir de la croiser à Deux Montagnes lors de l'ouverture de la station REM Deux Montagnes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, j'espère que le message est passé. S'il n'y a pas d'autres questions, on mettrait fin à ce webinaire, mais avant, j'aimerais vous partager mon écran et effectuer le fameux tirage au sort, donc connaître qui sera la personne qui va gagner les deux entrées gratuites pour le musée. Hop. Donc, dans le fond, j'ai récupéré vos prénoms et noms, puis on va aller, je ne sais pas si vous voyez, si Charles-Étienne, peux-tu confirmer que tu vois bien Oui, mon écran? Ok. Donc je copie nom et prénom. C'est la première fois que je fais ça. Donc je vais mélanger pour être sûr. Puis on va y aller. Ça va être très ludique. On va faire tourner la roue et on va voir qui va ah gagner. ben, écoute, Bon, ben, Thalie Desaulniers, vous êtes l'heureuse gagnante de deux billets d'entrée pour le musée de Céterium. Donc, vous aurez la chance de ne pas attendre l'été et pouvoir profiter des papillons. Donc, ben, félicitations. Vous recevrez vos billets par courriel, donc on vous enverra tout ça par courriel. Euh, Sinon, hop, je vais départager mon écran. Voilà. Mais sinon, bah, je vous souhaite à tous et à tous une belle après-midi. Étant donné que c'est notre dernier webinaire, je vous souhaite aussi de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Encore merci Charles-Étienne de ta présence aujourd'hui. On a encore appris plein de choses. Donc merci, merci beaucoup et n'hésitez pas à nous écrire. Je vois que les gens nous disent merci, passez une belle journée. Merci aux panélistes et aux participants. Donc ben, je vous dis à tous et à toutes belle journée. merci beaucoup. Bye Merci bye. Charles-Étienne. Au revoir.